Bonjour et bienvenue dans la 7e saison du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je m'appelle Olivier Malcura, je suis journaliste. Depuis septembre 2018, je vous emmène à la découverte des brasseries et à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Un milieu qui, malgré les crises successives du Covid et de la hausse des coûts des matières premières, ne cesse de se développer. Saison 7, épisode 1, Alice Roche, Jérôme Laut, Julien Brand, Les Intenables à Rossheim en Alsace. Les Intenables, c'est un paradoxe. Cette brasserie craft créée en février 2020 s'est pris de plein fouet la crise sanitaire, le premier confinement, la fermeture des bars et des restaurants et l'annulation des événements alors qu'elle enfutait ses tout premiers brassins. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non, à peine lancés, les Intenables doivent innover, chercher de nouveaux leviers de développement, encanner leur première bière. Un pari réussi puisque moins de 2 ans après son lancement, la brasserie déménage et s'agrandit. Bonjour, moi c'est Alice Roche. Bonjour, moi c'est Jérôme Laut. Bonjour, moi c'est Julien Brandt. Bienvenue chez les Intenables. Nous sommes en Alsace, à Rossheim, dans une jeune brasserie, Les Intenables. C'est déjà leur deuxième brasserie, puisque vous avez récemment emménagé à Rossheim. On est à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. On va commencer avec Julien, puisque Julien, au départ, toi, ta spécialité, c'est plutôt le bar, et en particulier le bar à bière. C'est ça, moi je suis pas forcément un brasseur, moi je suis plutôt un amateur, un bon buveur de bière. Depuis une dizaine d'années, je tiens à plusieurs établissements bar à bière. 3 en Alsace, voilà. Et en fait, il y a toujours eu un petit rêve caché, à un moment de se dire, tiens, ce serait vraiment cool de pouvoir monter une brasserie. Et en fait, c'est en 2019 qu'il y a une opportunité qui se présente de récupérer du matériel brassicole en Alsace. Et suite aux rencontres et de la vie, je me retrouve à discuter avec Alice et Jérôme et de dire, tiens, est-ce que ça vous intéresserait de monter une brasserie ? Et en fait, tout va très vite. On se retrouve en début d'année 2020 à acheter donc le matériel qui était disponible en Alsace et de monter tous ensemble une brasserie à Mundelsheim, donc juste à côté de Strasbourg. On lance l'aventure en mars 2020 avec les premiers brassins qui sortent de là-bas. Très belle aventure vu que les premiers fûts disponibles, donc la petite anecdote, arrivent le vendredi 14 mars dans les bars. Tout content, tout fier. Et puis, un jour après, le 15, on nous annonce fermeture des bars pour une durée indéterminée. Ce qui fait que, en fait, on fait un genre de faux départ qui nous laisse un petit peu en se disant, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais c'est surtout l'opportunité de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire comme marque, qu'est-ce qu'on veut faire comme bière. Et de là, en fait, on se lance dans tout l'univers intenable, tout ce qu'aujourd'hui on fait. On est quand même très content de se dire qu'après coup, on a pu lancer plein de styles de bière, plein de choses, et s'ouvrir à plein de types de bières différentes. On va revenir sur cet aspect brasserie né du confinement ou né juste avant le confinement, puisque effectivement tout ne semblait pas aller dans votre sens, puisqu'effectivement les bars fermaient et confinement, couvre-feu, toute cette époque de crise sanitaire qu'on a traversée, c'est pas forcément le moment le plus opportun pour lancer et développer une entreprise. Mais on va revenir sur la rencontre avec Jérôme et Alice, couple à la ville et couple de brasseurs au boulot aussi. Alice, on va le dire, Jérôme et toi, vous vous êtes rencontrés dans une grande agence matrimoniale qui s'appelle Cronenbourg. Tout à fait, ouais, on a tous les deux fait un passage par Cronenbourg. Donc en fait, Jérôme et moi, on est tous les deux brasseurs de métier, on a fait les études pour, et du coup on a toujours bossé en brasserie. Moi à la base, je suis ingénieure en bio avec une spécialité plutôt du côté de la fermentation.
Et j'ai appris plutôt la partie brassage vraiment dans l'expérience professionnelle. Donc j'ai travaillé 7 ans chez Cronenbourg, autant en fermentation, brassage, fermentation que au côté conditionnement. Et effectivement, avec Jérôme, ça faisait un petit moment que ça nous trottait de plutôt aller vers l'artisanat, pour lui revenir vers l'artisanat, puisqu'il avait déjà fait de la microbrasserie. Donc ça faisait un petit moment, on avait déjà commencé à visiter des locaux, à faire des devis, donc le projet était assez mature. Et c'est là où les planètes se sont alignées, et c'est pour ça, comme nous le disait Julien, que ça a été très vite, parce que l'opportunité du matériel était en novembre 2019, et au 1er février, on était dedans. Donc voilà, c'était vraiment, on est bien complémentaires tous les trois, c'était vraiment le bon moment pour se rencontrer, c'était vraiment l'alignement des planètes parfait, le démarrage de la microbrasserie. Après, c'est une super école, moi je dis pas, il y a des choses en très gros, comme chez Cronenbourg, qu'on peut pas voir en microbrasserie, et donc même mine de rien, sur plein de sujets, c'est plutôt une super bonne école. Alors Jérôme, toi, Cronenbourg, c'était une étape dans ton parcours de brasseur, parce que tu es tombé dedans quand tu étais petit, et puis t'as roulé ta bosse un petit peu dans différentes brasseries artisanales, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ouais, exactement. Donc en fait, j'ai démarré ma vie brassicole quand j'avais 7 ans. Alors évidemment, je buvais pas beaucoup de bière à l'époque, mais en fait, l'histoire, c'est que mon père avait monté une microbrasserie en parallèle de la partie restauration familiale. J'ai grandi dans tout l'univers de la bière, j'ai baigné dedans, du tirage de la bière à l'embouteillage, au premier brassin quand j'étais vraiment très jeune. Et ma passion m'a toujours porté vers l'univers brassicole plutôt que la partie restauration, qui étaient les deux parties de mes études. Donc moi, j'ai fait les études de brasserie en 2010, et en 2013, je suis parti au Québec, au Mexique, en microbrasserie. Donc là, je suis allé voir un petit peu le marché nord-américain, qui était déjà vachement plus avancé que le marché français sur les grosses bières barriquées, les bières typées IPA, des choses comme ça. Donc vraiment très intéressant. Rentré en Alsace, finalement il y a eu un petit tour en microbrasserie, et c'est là où j'ai rencontré Alice en 2015. Ouais, Fais gaffe à ce que tu dis. Parce qu'elle s'en souvient. C'est ça. Et donc en 2015, j'ai commencé chez Cronenbourg pour la partie brassage fermentation. Le but était de voir le très petit et de voir le très gros en même temps. Le très gros, j'ai vraiment eu une grosse opportunité chez Cronenbourg, c'était de bosser sur la propagation de levure. Chez Cronenbourg, ça part de 2 millilitres sur 100 hectolitres de bière. Toute cette étape de propagation dure une semaine, donc avec du nouveau matos, la mise en place du nouveau matos, et voilà, c'est super enrichissant. On a du matériel qu'on ne trouve pas ailleurs, des outils techniques, des supports financiers forcément qui sont nulle part ailleurs. Donc ça a vraiment permis d'améliorer la partie technique brassicole. Et comme a dit Alice, l'idée c'est vraiment de développer après un projet à nous sur la partie microbrasserie qui est vraiment plus notre cœur de métier et ce qu'on aime faire en fait. Alors vous aviez le projet, Alice et toi, de monter votre propre microbrasserie, et puis il y a eu la rencontre avec Julien qui lui a entendu parler d'une brasserie à racheter à la barre du tribunal. C'est ce qui s'est fait fin 2019, et hop, début 2020, vous vous associez, vous lancez Les Intenables à Mundelsheim, et c'est là que tout commence en fait, premier brassin, et puis effectivement le confinement. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on lance sa brasserie mais qu'on peut pas distribuer ses produits? C'est quoi le concept? D'abord, on commence par pleurer. Voilà, on boit un coup, ça on peut. Ouais, notre projet au départ, en fait, vu que voilà, moi j'étais plutôt dans une partie bar, on avait décidé de lancer la brasserie et de tester les recettes en fait dans les bars. Et de se dire, tiens, on va voir un petit peu ce que les gens aiment boire, comment ça marche. Et on avait vraiment, d'abord, on s'était vraiment dit qu'on allait prendre le temps de créer des recettes pour qu'elles soient vraiment au goût de ce que les gens aiment. Et malheureusement, en fait, tout notre début de projet est tombé à l'eau. Comme beaucoup d'autres brasseries, on a essayé de chercher à faire quelque chose pendant ce temps mort, en gros. Bon, on a tout de suite commencé par en profiter pour faire quelques barriques, parce qu'on avait le temps, on avait du matériel, mais pas forcément de matière. Et aussi, alors, une des grosses problématiques quand même, c'est de se dire, c'est bien, on a du matériel, on a des fûts, mais on peut pas prendre de fûts. Donc, très rapidement, de se poser les questions de
comment conditionner, créer des visuels, créer un logo tout simplement. Et en fait, toute cette première partie en fait du lancement de la brasserie a beaucoup été tournée autour de ça pour trouver justement comment atteindre le client dans une période qui est quand même assez particulière. Mine de rien, il y a toujours cet aspect économique. On vient d'acheter du matériel, on achète la matière première pour produire. Et c'est toujours un coup dur de se dire tiens, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que si on n'en trouve pas, on a moyen de couler l'affaire avant même d'avoir pu lancer quelque chose. Donc les problématiques étaient quand même très vastes. Le fait d'avoir un petit peu une épée Damoclès, un petit coup de pied au cul tout de suite au début, à se dire ok, on va devoir aller plus vite que prévu, de changer un petit peu notre modèle, de se dire on va faire des canettes pour vendre ça chez les cavistes qui étaient encore ouverts, de réfléchir à tout plein de choses qui, on s'était dit au démarrage, on aura le temps de le faire. Et en fait, le temps, on l'a pas eu. Donc, on s'est lancé tête baissée. Mais par contre, pour le meilleur, vu que très rapidement, on a pu faire des super bières, tout c'est plutôt bien lancé, donc ça c'était vraiment cool. Ouais. Un mois après avoir ouvert la brasserie, vous dites qu'il faut commander une encanneuse. Bon, elle sera livrée 6 mois plus tard. Ça c'est aussi les aléas de l'époque. Mais tout de suite, vous faites le choix de la canette parce que ça correspondait au style de bière que vous vouliez proposer. Alors exactement, c'était pour 2 raisons. Première raison, c'est vraiment pour le style de bière qu'on voulait faire, donc des bières houblonnées pour la protection de la lumière. Enfin voilà, on sait bien que tout ce qui est bière très houblonnée, très chargée, se conserve un petit peu mieux en canette. Et après, ayant bossé sur le marché nord-américain et voyageant beaucoup, on a vu que le marché nord-américain se développait vraiment beaucoup sur la canette. Et aujourd'hui, l'Europe suit finalement quelques années après, quoi. Donc c'était vraiment le choix de la canette qui était tout trouvé pour nous. Et puis finalement en Alsace, la canette n'était pas très développée encore à ce moment-là. On a vraiment dû faire un choix parce qu'acheter une embouteilleuse, une encanneuse, clairement on n'avait pas les moyens au début. Et on s'est tout de suite tourné vers la canette à ce moment-là. Et vous êtes aussi peut-être l'une des premières brasseries alsaciennes à se positionner directement sur un marché très, très geek, très crafteux. Oui, on était parmi les premiers. Il y a, comme dit, alors sur la canette, il y a aussi Sainte-Crue à Colmar qui était vraiment dans le même timing que nous. Mais effectivement, on était parmi les premiers en Alsace à faire déjà que de la canne. Parce qu'il y a beaucoup de brasseries qui font les deux. Que de la canne, que sur des bières de spécialité, même si ça nous tient à cœur de faire aussi des bières un peu plus traditionnelles, de pouvoir toucher un public qui est aussi un peu moins connaisseur ou un peu moins amateur de grosses bières craft, houblonnées ou acides. Donc nous, on fait un peu tous les styles aussi pour cette raison-là. Mais ouais, clairement, on était parmi les premiers. Donc on s'est heurté aussi aux habitudes de consommation, on va dire, et aux habitudes des cavistes, qui n'étaient pas forcément tous hyper réceptifs dès le début. Ça a beaucoup changé depuis, ça a changé très très vite. Je pense que le confinement et tout ce qu'ont fait les cavistes pendant le confinement a beaucoup développé aussi la canette. C'était vraiment, entre guillemets, une sorte de cercle vertueux parce que et la canette nous a aidés et finalement ça a aussi aidé le marché à développer plus vers la canette. Donc la situation aujourd'hui, même 1 an et demi seulement après, est très différente du début. Mais donc ouais, clairement au début il a fallu s'armer un peu et de patience et de courage et viser plus loin que le local. Parce que finalement, dès le début, nous, on était mieux distribués au national qu'au local. C'est toujours le cas, étrangement. Et on a eu de la chance, finalement, c'est que tout début 2021, donc ça faisait grosso modo 4-5 mois qu'on vendait des canettes. On a commencé à travailler avec des distributeurs qui ont tout de suite senti le potentiel et ont envie de croire aussi dans ce qu'on pouvait proposer, qui nous ont distribué nationalement. Et là, clairement, c'est parti très très vite. C'est début 2021, marché national, et c'est allé très très vite. Et finalement, on s'est retrouvés en juin à être déjà au maximum de la capacité de ce qu'on avait à Mundolsheim. Donc, seulement même pas 1 an après avoir vraiment commencé à vendre des produits. Et donc, on savait que Mundolsheim, dans le développement qu'on imaginait, on savait que Mundolsheim serait trop petit. Mais clairement, on pensait pas aussi vite. Et donc, on a tout de suite réfléchi à
plus grand, ailleurs, déménager, revenir dans notre zone de, on va dire vraiment plus notre ancrage local qui est un peu plus au sud de Strasbourg. Et donc, ouais, bah voilà, à peu près en juin 2021, on a commencé à se dire, bon, bah il va falloir déménager. Et donc, ben voilà, on s'est mis en quête d'un local. On a trouvé un local sur Rosheim, donc 20 minutes, une demi-heure au sud de Strasbourg. Et clairement, comme tout ce qu'on avait à Mundelsheim était trop petit, on était sur une salle à brasser 5 hectos avec des fermenteurs de 10 et 20. Donc voilà, petite encanneuse, vraiment un peu plus semi-automatique. Et donc, en fait, on a fait le choix de revendre le matériel de Mundelsheim dans sa totalité et de réinvestir complètement dans une toute nouvelle brasserie. Et du coup, on a trouvé donc un local, on va dire au début de l'automne, et on a commencé les travaux donc en novembre l'année dernière, et on a brassé donc les premiers brassins dans la toute nouvelle brasserie de Rosheim en mai, début mai. Nous voilà donc dans la nouvelle brasserie de Rosheim. Et Jérôme, tu vas nous présenter l'installation de matériel ? Alors nous, l'installation, on est parti, on a fait un projet un peu différent que ce qu'on peut faire d'habitude en brasserie. Donc on n'est pas allé chez un constructeur de brasserie pour faire un projet clé en main. Ça a été dans l'étude, mais finalement tout s'est goupillé un petit peu autour de la salle à brasser. Et on a eu écho d'une salle à brasser 25 hectolitres de la marque Ezo Huber. En fait, c'est une société allemande qui s'est fait racheter par Kaspar Schulz. Donc, c'est la société qui s'occupe aujourd'hui plutôt de la partie propagation de levure, partie froide, donc partie fermentation. Et en fin de compte, ils avaient une salle à brasser qui était faite pour faire les shows type Braubevial, gros shows professionnels. Et comme Kaspar Schulz a racheté Ezo Huber, ils ont dit « Ok, nous, on est les pros de la salle à brasser, vous allez arrêter de faire des salles à brasser. » Et nous, on a récupéré le tout dernier modèle qui est finalement une salle à brasser neuve, mais qui servait pour les showrooms. Donc, on a eu cette opportunité et on a composé un petit peu tout le matériel autour de cette salle à brasser. C'était de toute manière dans les volumes qu'on cherchait. On cherchait du 20-25 hectos. Là, c'est une salle à brasser 25 hectos, 3 cuves, empâtage, ébullition, filtration et whirlpool. Donc c'était vraiment dans l'idée de ce qu'on cherchait. On a eu l'écho de cette salle à brasser c'était un vendredi. Le mardi suivant, on est tout de suite allé en Allemagne la voir. Et puis je crois que la semaine d'après, elle était signée, quoi. Donc voilà. Tout est parti de cette base-là. Ensuite, on l'a composé avec une partie concassage de chez Criquet Mouly, chaudière Wiesmann. Donc finalement, on a pris tous les acteurs un petit peu autour et on a réussi à synchroniser tous les travaux. Tout ce qui est partie cuverie, on a une cuve d'eau chaude, une cuve d'eau froide de 60 hectos, 4 fermenteurs de 25 hectos, 4 fermenteurs de 50 hectos. Après, tout ce qui est réseau, glycol, vapeur, tout ça, ça a été fait avec des entreprises locales. Donc ça, c'était vraiment le gros cœur de l'installation qu'on a réussi à goupiller en 6 mois à peu près. Et pour la partie encannage, une ligne d'encannage Walgoose qui fait une cadence d'à peu près une caisse à la minute de 24, c'est 1400 canettes à l'heure, sur des formats 44 et 33 centilitres. Le but, c'était aussi de changer d'encanneuse pour pouvoir changer le format. On peut faire les deux formats. Avant, on pouvait faire uniquement en format 44. Donc, on va pouvoir développer des bières un peu différentes, donc des gros Imperial Stout un peu plus forts qu'on va mettre dans des formats un peu plus petits pour développer un petit peu le marché aussi, quoi. Ce qu'on peut souligner aussi, Jérôme, c'est que non seulement vous avez assemblé presque pièce par pièce cette nouvelle brasserie, mais en la réfléchissant intelligemment et dans une dynamique un peu éco-responsable. Exactement, on a essayé de surdimensionner certains équipements. C'est clairement un coût au départ, mais par contre, au niveau de l'économie d'énergie, par exemple, on a surdimensionné notre bâche d'eau chaude. On a toujours des excédents d'eau chaude dans une brasserie. Donc là, au lieu de jeter l'eau chaude, on la récupère dans une grosse bâche d'eau chaude qui permet de la réutiliser après pour des CIP. Alors, beaucoup de brasseries le font, mais on n'est pas forcément toujours équipé. Sur notre chaudière vapeur, on a aussi mis un récupérateur de condensat qui permet d'être vraiment en circuit fermé. Ce qui permet de réduire les consommations d'eau, de gaz, mais aussi finalement d'économiser de l'énergie qui aujourd'hui devient de plus en plus rare, forcément. Et on a aussi joué un petit peu sur le côté ergonomique, donc tout ce qui est mouture, on a essayé de mettre à hauteur d'homme pour que nous et la team de la brasserie arrive à circuler facilement, à porter de moins en moins parce que c'est des gestes répétitifs et on a mis une passerelle à côté des fermenteurs pour pouvoir dry hopper de manière simple, sans risque de pas tomber de l'échelle. Enfin voilà, on a essayé vraiment de penser la brasserie
facile à vivre au quotidien et bien agencé et de manière un peu éco-responsable aussi. Alice, qu'est-ce qu'on peut dire sur les matières premières que vous utilisez ? Alors la base déjà sur la partie malt, nous on travaille quasiment exclusivement avec la malterie Weyermann. En fait nous on a la chance de pouvoir dire que c'est du local, outre-Rhin, mais ça reste du local. On est assez proche de Bamberg et c'était important pour nous. Finalement il y a une très grosse malterie à 30 km port du Rhin, c'est le groupe Soufflet. C'est un gros groupe industriel, etc. Coté en bourse. C'était pas forcément aligné avec nos valeurs, donc on préfère travailler avec une malterie familiale. Weyermann, c'est la 3e génération maintenant qui gère la malterie, c'est vraiment resté dans la famille. Et puis, mine de rien, ils sont connus mondialement, notamment pour leurs malts spéciaux. Tout ce qui est malt Cara, ils sont très très renommés pour ça. Donc on aime beaucoup cette qualité de malt, donc on travaille quasiment exclusivement avec eux. On a fait quelques essais aussi, on travaille un peu avec des malts anglais sur des variétés bien particulières pour des styles bien particuliers, mais on va dire que 95% de nos malts viennent de chez Weyermann. Sur la partie houblon, on a 2 fournisseurs principaux. Hop France, anciennement la Copoudal, qui est vraiment pas très loin de chez nous, à Brumat, au nord de Strasbourg. Ça pour toute la partie houblon français, allemand, voilà, les variétés, on va dire, de chez nous. Et puis, pour toute la partie houblon américain, on travaille avec Yakima Chief, comme beaucoup de nos confrères. Donc sur toutes les variétés qui poussent aux États-Unis. Côté levure, on travaille on travaille en levure sèche et liquide, on a les deux. Ça dépend vraiment du style et des bières qu'on veut faire. On a très peu de bières avec des levures en commun. C'est-à-dire que nous, on part plutôt du style qu'on veut brasser et on se dit, ok, quelle est la levure la plus adaptée ? Donc on peut se retrouver, nous, avec 5, 8, 12 levures différentes, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on bosse vraiment comme ça parce que ce qui est important pour nous, c'est vraiment que ça corresponde au style et du coup de prendre la levure qui correspond vraiment au style. Et donc on travaille là-dessus avec plein de fournisseurs différents, français comme étrangers, sur des levures sèches ou liquides de différentes banques de levures. Il n'y a pas vraiment de fournisseurs privilégiés. Côté fût, pour l'instant, on est en fût one way, donc fût recyclable. On n'a pas de parc de fût inox. Ça viendra, mais là, pour l'instant, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup investi sur le matériel pour brasser, fermentation, etc. Et que un parc de fût inox, ça coûte extrêmement cher, donc ça viendra dans des investissements futurs. Mais pour l'instant, on est uniquement fût one way. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur le dos, sur les matières premières, sur le profil d'eau. Nous, pour l'instant, on travaille avec l'eau de la ville. On n'a pas d'osmoseur, voilà, mais rien de particulier là-dessus. En me promenant tout à l'heure dans la brasserie, j'ai croisé un foudre, j'ai croisé quelques barriques qui traînaient à droite à gauche, et je me suis même laissé dire qu'il y avait du vieillissement extrêmement prolongé, puisque la bière la plus vieillie de la brasserie, qui a 2 ans à peine, elle a déjà 22 mois de vieillissement. Oui. Alors le foudre, c'est bien, tu lâches des petites infos un peu confidentielles. Non. En fait, on avait effectivement, pendant le premier confinement, c'est ce que Julien en avait parlé aussi, c'est de dire que premier confinement, on s'est dit on va occuper aussi ce temps à brasser pour mettre en barrique, pour démarrer des vieillissements. Ce qui fait que effectivement, nous, aujourd'hui, on peut proposer une rouge des Flandres vieillie 22 mois en barrique de muscat macération, alors que la brasserie a un peu moins de 2 ans et demi. Et en fait, avec donc on a sorti plusieurs bières barriquées comme ça. On avait une quinzaine de barriques à Mundelsheim. Et puis on a fait une grosse pause dans le programme barrique parce que on continuait de produire à Mundelsheim, on gérait les travaux en même temps à Rosheim dans la nouvelle brasserie, donc ça faisait beaucoup de choses. On pouvait pas à un moment donné tout gérer. Donc on a fait une grosse pause dans le programme barrique. Mais c'est quelque chose qu'on aime vraiment faire. Donc là, on a rentré un foudre de 50 hectos pour faire des vieillissements. Il y a un certain nombre de barriques de spiritueux aussi qui rentrent prochainement. Donc on va reprendre tout doucement le vieillissement en barrique. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Jérôme, que nous as-tu préparé ? On a préparé 5 bières éphémères qui permettent de montrer un petit peu ce qu'on fait ici, chez nous. Et on va commencer par la Yes Viking, qui est une Kvek double IPA. Donc c'est une double IPA dans l'esprit East Coast, assez juteuse, avec du flocon d'avoine, flocon de blé, un petit peu de blé, donc une texture assez crémeuse et un beau haze, donc un beau trouble, qu'on a fait fermenter avec une levure Kvek, donc une levure farmhouse norvégienne. Et en single hop Vista, donc c'était un partenariat avec Yakima Chief, en fait c'est un nouveau blond américain qui tire un petit peu sur des notes de fruits jaunes, melon,
Utilisé en single hop, ça donne un côté très puissant, mais qui change un petit peu des houblons qu'on a l'habitude. Donc c'est moins tropical et vraiment, ouais, comme dit, plus fruits jaunes. Donc c'est vraiment très intéressant. Visuel, voilà, on en a parlé. Donc c'est une bière qui est blonde avec un beau haze, donc un beau trouble permanent, une mousse blanche, enfin voilà, comme tout ce qui est typé NEIPA, double IPA East Coast. Au nez, on a les notes de levure, donc les notes légèrement épicées de la levure, qui sont suivies pas mal par les notes fruitées. On a des notes un petit peu de mirabelle, de melon qui arrivent au nez. En bouche, la première chose qui arrive, c'est vraiment la texture, qui est quand même bien gourmande. Malgré qu'on a utilisé une levure Kvek qui donne des doubles IPA un peu plus sèches que ce qu'on a l'habitude. C'est une levure qui fermente un peu plus de sucre, donc qui atténue un petit peu plus. Et on a une amertume qui reste super équilibrée, qui donne une bonne longueur en bouche avec le côté quand même bien fruité du houblon. C'est vraiment très sympa. Et en fait, c'est une bière à 8% qui sont quand même plutôt bien cachées. Deuxième dégustation. Alors là, sur la deuxième bière, on est resté sur les IPA, mais là, on est plutôt typé West Coast. West Coast IPA, nous, on l'affiche en Old School IPA. C'est plutôt des IPA qui existaient au tout début de la mode des IPA en Amérique du Nord. Donc, c'est des IPA qui sont vraiment plus typées résineuses, avec une amertume plus franche et une base maltée qui est quand même présente. On reconnaît souvent les Old School IPA, West Coast IPA, sur une couleur qui est quand même légèrement ambrée, légèrement caramélisée et souvent bien limpide, qui est vraiment la grosse différence avec la Yes Viking qu'on a bu avant, où la robe est plutôt trouble. Là, on est sur des houblons Centennial, Citra, Simcoe, qui est un gros combo classique, mais que nous on apprécie particulièrement parce que ça donne vraiment une aromatique très typé agrumes, et le Centennial qui vient ramener de l'amertume en finale et une amertume vraiment très longue. Donc cette bière est brassée avec ces trois houblons et il y a quand même un dry hopping aussi sur la bière, donc on est autour de 15 grammes par litre en dry hopping. Au niveau dégustation, donc on a une bière qui tire sur le blond prononcé, voire ambré léger, une belle mousse blanche bien épaisse. La bière est assez limpide, donc ce que je disais sur la West Coast. Au nez, on a des notes un petit peu citronnées, légèrement résineuses, donc des notes un peu de pin, l'arbre en fait, payenne. Et en bouche, on a ce qu'on a essayé de faire en fait sur cette bière, c'est d'avoir une bière qui est bien amère, bien résineuse, mais quand même de rester dans un équilibre de saveurs. Donc d'avoir la base maltée qui vient, mais une amertume qui est quand même bien longue en bouche. Et sur ça, on a bossé, on a bossé la base maltée vraiment très longtemps pour trouver ce bel équilibre. On a des maltes légèrement caramélisées, on a un petit peu de malt de seigle. En fait, c'est ce qui ramène un petit côté piquant en fin de bouche. Et en fait, finalement, ce qui fait pas mal la différence sur cette bière, qui ramène une très grande longueur en bouche et qui finit sur une amertume très sèche. En fait, c'est très sec comme bière, c'est moins juteux justement par rapport au East Coast IPA. Alors, on a eu la chance de gagner avec la West Coast Paradise l'Alpha King Challenge. Donc, c'est un concours organisé par Yakima Chief, qui sont les planteurs de houblon américains. L'objectif de ce concours, c'était d'envoyer une bière par brasserie pour toutes les brasseries européennes. Et il y avait une bière, 60 IBU minimum, donc l'amertume prononcée, et pas de barley wine. Et il fallait que la bière soit commercialisée. Il fallait pas que ce soit juste une bière test pour le concours. Nous, on n'est pas forcément très concours, mais on s'est dit, allez, on a la West Coast IPA, nous, c'est ce qui nous plaît vraiment bien. On a envoyé 2 canettes, et puis finalement, on a eu en mi-août, pendant nos vacances, le retour comme quoi on a été champion d'Europe sur le titre de meilleur IPA d'Europe avec cette West Coast Paradise, et on a été vraiment super content, à côté de gros noms anglais et européens. Donc grosse reconnaissance. C'était des jurés qui ont dégusté les bières à l'aveugle, donc d'autant plus il n'y avait pas forcément l'influence de la marque ou quoi, et on est arrivé premier, donc super fier de cette bière. Troisième dégustation,
avec Alice. Donc là, on est sur la muffin myrtille, c'est donc une pastry sour à la myrtille sauvage. Les pastries sour, donc ça c'est tout ce qui est sour, donc c'est une bière acide. Pastry, c'est tout ce qui est bière d'inspiration pâtissière, là en l'occurrence le muffin à la myrtille. Donc en fait c'est une bière dans laquelle on met du lactose. L'avantage du lactose, ou ce qui est recherché sur ce type de bière, en fait c'est que le lactose a un pouvoir sucrant qui est assez faible, c'est-à-dire que ça n'a pas le goût de sucre dans le sens écœurant du terme. Par contre ça donne beaucoup de moelleux, beaucoup de gourmandise, ça fait que la bière est un peu plus épaisse aussi. Donc voilà, ça permet de renforcer cette impression un peu gâteau, comme ça. Donc là, sur cette bière, il y a 15% de purée de myrtille sauvage. Nous, tout ce qui est fruits, on les achète directement chez une coopérative agricole qui est située entre Lyon et Saint-Étienne. Eux, ils transforment eux-mêmes leurs fruits en purée. Donc c'est vraiment une purée de fruits, 100% fruits. Il n'y a ni colorant, ni arôme, ni sucre, ni conservateur. Il y a vraiment juste le fruit pur. Donc là, il y a 15% de fruits sur une base de bière acide. Donc là, on a une couleur vraiment violet foncé, vraiment couleur myrtille, avec une mousse rose qui est assez fine, qui tient pas excessivement longtemps. On est sur une sour, donc généralement les bières sour ont un peu moins de mousse. Sur le nez, vous avez vraiment le fruit, mais plus la confiture de fruits. Ça sent vraiment le fruit confituré, comme ça, la confiture de myrtille. L'acidité est pas tellement présente au nez, puisque donc le lactose qui donne beaucoup de gourmandise va avoir tendance à cacher ce petit côté acide au nez, mais par contre, on va le retrouver en bouche. Donc là, en bouche, ce qui vient en premier, forcément, c'est la texture de la bière. C'est très enveloppant, c'est très moelleux, ça tapisse tout le palais. On a toujours ce côté fruits confiturés, donc vraiment myrtille cuite longtemps, comme ça. Et en fin de bouche, vous avez la petite acidité légère, forcément, puisqu'elle est équilibrée par la présence de lactose, qui vient en fait donner un peu plus de buvabilité. Cette bière, elle a beau être très gourmande, elle n'est pas écœurante. Donc ce petit côté acide, ça donne juste l'équilibre qu'il faut. 4e dégustation. Donc pour cette 4e bière, on est sur la Mocha Circus. C'est un breakfast stout qu'on a fait en collaboration avec un torréfacteur local, un micro-torréfacteur de Strasbourg qui s'appelle Moxa. En fait, ça, c'est une bière, c'est déjà la 2e année qu'on le fait. En fait, une fois par an, on fait une collaboration avec eux. Ils choisissent un café en particulier et nous, on l'intègre dans une base de stout. Mais donc pas un imperial stout, on est sur un breakfast stout. Pourquoi breakfast ? Parce que déjà, il y a une partie en flocons d'avoine et flocons de blé. Et c'est une bière à 5,9% d'alcool. C'est pas un imperial stout à 9%. Donc c'est plus léger, entre guillemets, qu'une bière noire. Donc sur cette bière, en fait, on a énormément travaillé la base maltée. On a une base maltée très complexe, avec presque une dizaine de maltes différents, pour chercher vraiment un profil qui se prête à chaque fois au café qu'ils ont choisi. Donc par exemple, l'année dernière, on avait un café qui était très sur le caramel, donc on a insisté sur des maltes qui donnent ce profil-là. Cette année, on a un café qui s'appelle le Vargem Grande, c'est un café brésilien d'une toute petite exploitation au Brésil, qui en fait a la particularité d'être un café qui est fermenté anaérobie, ce qui donne en fait plus d'acidité au café et plus d'arômes de fruits. Donc c'est un café qui va être un peu plus sur le côté fruité, ça sent la mangue, ça sent un peu plus comme ça les fruits exotiques, et il y a une petite touche d'acidité par rapport à d'autres styles de café. Donc là, on est sur une bière qui est parfaitement sombre, opaque, donc vraiment noire, avec une mousse qui est beige foncé, plutôt épaisse, qui tient assez longtemps, qui est plutôt crémeuse. Au nez, dans un premier temps, on va être vraiment sur le café. Ça sent vraiment le côté torréfié du café. Avec, donc, en sous-ton un peu ce côté un peu plus léger. En fait, pour l'instant, au nez, on a du mal à identifier, mais on sent que ça sent pas le gros chocolat chaud, sucré. Ça sent un petit peu plus, il y a un petit côté un peu léger, comme ça, un petit peu fruité déjà au nez. En bouche, on va retrouver du coup ce côté café, forcément un peu de chocolat noir, ça c'est vraiment apporté par les maltes, mais pas un chocolat noir amer. C'est une bière qui est
qui a finalement assez peu d'amertume pour un stout au café. Ça, c'est aussi équilibré par une petite dose de lactose dans cette bière. Alors, il y en a beaucoup moins que sur la pastry sour qu'on a goûté avant. Là, c'est vraiment juste pour équilibrer, donner un peu plus de corps à cette bière. Parce qu'effectivement, le corps n'est pas apporté par le haut degré d'alcool. Donc, en fait, on l'apporte autrement via le lactose. Donc, on retrouve ce côté café, chocolat. Et la fermentation anaérobie du café donne cette buvabilité en fait, à la bière. Le fait que c'est pas lourd du tout. On peut en boire facilement un verre sans problème, sans être écœuré. Voilà, toujours dans l'équilibre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun à toutes nos bières. On cherche toujours un équilibre des saveurs, un équilibre des goûts et avoir des bières qui, peut-être, certes, vont pas être explosives à la première gorgée, mais où vous pourrez en boire une pinte sans problème en profitant vraiment jusqu'à la fin. 5e et dernière dégustation, Jérôme. Là, on part sur une bière barriquée. Comme on discutait au début, c'est une bière qu'on a fait pendant le premier confinement, donc lors du démarrage de la brasserie, pendant la période où on n'avait pas encore d'encanneuse, donc on a décidé de brasser spécialement pour des barriques. Et cette bière, c'est la bière qui a vieilli le plus longtemps dans un certain type de barrique. Alors, la bière s'appelle Léa et Mathilde. Pour la petite histoire, Léa, c'est la fille de Julien, que vous avez entendu avant. Mathilde est ma filleule qui est québécoise. Et donc les deux sont nés pendant le vieillissement de cette bière. Et en plus de ça, la bière, c'est une bière typée un peu rouge des Flandres. Donc quand moi j'ai été au Québec, c'est un brasseur belge, Patrice Schoen. Donc lui était vraiment spécialisé dans les bières typées belges et typées un peu rouge des Flandres. Et encore en plus de ça, donc vraiment grosse histoire de famille, les barriques de muscat de macération proviennent du frère de Julien, donc Philippe Brandt, qui a un domaine qui est à 10 km d'ici et qui nous a gracieusement offert 4 barriques qui avaient contenu du muscat de macération. Donc ce vin, c'est du muscat de macération Alsace. C'est un vigneron nature, c'est-à-dire qu'il fermente son vin avec des levures indigènes qui sont contenues sur la peau du raisin. Et le vin a vieilli pendant 1 an dans ces barriques. Les barriques ont été vidées chez le vigneron et on a récupéré les barriques directement derrière. C'est-à-dire qu'il y avait encore des levures indigènes et une lie un peu en fait de ce vin. Et nous, on a rempli directement avec la bière. C'est ce qui a vraiment donné un peu toute la trame de cette bière avec la micro-oxygénation, le vieillissement. Et donc, on a bien 22 mois de vieillissement. C'est vraiment ce qu'on a de plus vieux à la brasserie sur la barrique. Et là, le but, c'était de chercher vraiment des arômes légèrement balsamiques, donc une acidité acétique. C'est assez particulier, hein, c'est vraiment typique des rouges des Flandres. On a des notes de fruits noirs, fruits rouges, fruits noirs qui sont développés en fait justement par ce vieillissement. Et quand même une finale maltée qui vient de la grosse base maltée de cette bière. Et c'est une bière qui a 7,5 d'alcool. Donc ça, c'est le millésime 2020, c'est ce qu'on a fait pendant le premier confinement. Et là, on est en bouteille. Oui, voilà. En fait, c'est les seules bières de la brasserie qu'on sort en bouteille. Bouteilles typées champenoise, qui permettent d'avoir aussi des belles bouteilles à table, parce que c'est plutôt des bières qui sont typées gastronomiques. Ça, avec un magret canard au cassis, on peut s'éclater sur des plateaux de fromage aussi. Enfin, c'est vraiment superbe. C'est une bière, quand on la met à la lumière, on a des reflets rouge-brun à cajou, avec un petit col de mousse très fin. Évidemment, c'est une bière qui a été vieillie en barrique, hein, donc c'est pas ce qu'on recherche en priorité. Au nez, ce qui arrive tout de suite, c'est le côté acidulé, acétique. On a des notes de balsamique et on sent tout de suite la grosse complexité. En bouche, on a une carbonatation qui est assez vive quand même et un côté légèrement piquant, acide qui arrive tout de suite en bouche. Ce qui fait une bière assez facile à boire malgré tout. Et toute la complexité de la bière arrive en finale. Donc c'est une bière qui reste très très longtemps en bouche. On a un côté tannique qui vient de la barrique et le côté vineux forcément qu'on retrouve du muscat. Le muscat, c'est une petite baie alsacienne qui est souvent très typique et qui donne des notes assez raisin frais qu'on arrive quand même à retrouver. Donc ça donne vachement de légèreté à la bière.
Et pourtant, au final, on a aussi le côté maltais, l'acidité qui dure en longueur, sans être trop prononcée non plus. Et en fait, ça crée vraiment un gros équilibre sur cette bière. Ouais, je sais pas comment on peut terminer, mais c'est vraiment quelque chose à goûter. À la brasserie, actuellement, on n'en a plus. Mais ça se retrouve encore un petit peu, en fait, finalement, chez les cavistes qui ont fait quelques commandes. Nous, quand on fait des bières barriquées, c'est des super petites quantités. Là, c'est une édition limitée à 630 bouteilles. Donc finalement, voilà, nous, on aime jouer avec ça, jouer avec les levures, jouer avec les barriques, jouer avec les styles. Mais ça, c'est un petit peu notre dada. On fait ça à côté et ça nous fait vraiment plaisir. Donc tu nous expliquais que le vieillissement, c'était quelque chose d'anecdotique dans la brasserie, mais il y a d'autres projets ? Il y a encore des projets, ouais, bien sûr. Alors nous, on est dans une région viticole. Alors clairement, on a accès à des barriques, à des foudres. Donc voilà, là, il y a un foudre qui est rentré dans la brasserie. On en a discuté avant. Ça, c'est des projets qui sortiront. Il y a forcément besoin de vieillissement. Il y a besoin qu'on étudie. On a des bonnes idées. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, mais ça sera, on va dire, fin 2023. Il y aura les premières bières qui vont sortir de ce foudre. On va aussi commencer à jouer avec les barriques de spiritueux, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. C'est des barriques où on va faire vieillir des bières plutôt fortes. Là, on sera pas sur de la fermentation mixte, on sera vraiment sur des vieillissements en barrique pour extraire les arômes de barrique. Par exemple, sur des Imperial Stout, Barley Wine, sur des barriques de whisky, de rhum, de cognac, d'armagnac. Enfin voilà, vraiment des barriques de spiritueux. Ça, c'est ce qui va arriver. Pareil, le temps que ça vieillisse, on veut pas. On en parle un petit peu, mais faut pas être dans l'attente que ça sorte dans 2 jours. Clairement, ça prend du temps. Donc voilà, ça sera courant en 2023, voire même fin 2023. Voilà. Mais on démarre des belles choses. Merci à Alice Roche, Jérôme Loth, Julien Brand et à toute l'équipe des Intenables pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.